Bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. C'est toujours un immense plaisir De plonger dans des textes qui bousculent un peu nos certitudes. Exactement. Et l'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de s'attaquer à des extraits vraiment fascinants d'un texte intitulé « Sommes-nous influencés par le collectif ?» Un vaste et passionnant programme. Décortiquons tout cela, parce que c'est vraiment une question existentielle que chacun d'entre nous se pose secrètement. En regardant le miroir le matin. C'est ça. Est-il seulement possible, ne serait-ce qu'une petite fraction de seconde, d'avoir une pensée qui soit 100% indépendante ? C'est le genre de sujet qui donne un peu le vertige. Sommes-nous véritablement les seuls capitaines de notre esprit ? Ou bien y a-t-il toujours une main invisible, celle du groupe, de la société, qui tient la barre avec nous ? Eh bien, c'est une interrogation qui touche au cœur même de la condition humaine. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, le cadre est posé dès les premières lignes du texte que nous avons sous les yeux. Oui, l'auteur ne tourne pas autour du pot. Pas du tout. Le postulat est clair, l'être humain n'est pas conçu pour évoluer dans un vide intersidéral. C'est, par essence, une créature profondément sociale. Qui s'inscrit dès la naissance dans des structures complexes. Tout à fait. Le texte soutient que ce collectif joue un rôle non seulement central, mais littéralement omniprésent dans la formation de nos perceptions. De nos comportements aussi. Absolument, et même de nos convictions les plus intimes. Prétendre pouvoir demeurer totalement imperméable à cette influence, c'est en fait ignorer notre propre biologie. On a tellement l'habitude de célébrer l'individualisme, vous savez, le fameux self-made man, qu'on oublie parfois à quel point nous sommes de véritables éponges. Des éponges sociales, oui. Et ce qui m'a vraiment frappé dans ces notes, c'est que l'auteur ne commence pas par attaquer nos opinions politiques. Ni nos choix de consommation. Voilà, il commence par le domaine qui nous semble le plus intime, le plus viscéralement personnel. Nos propres émotions. On a spontanément tendance à croire que la joie, la tristesse ou la colère qu'on ressent au fond de nos tripes nous appartiennent. Que c'est notre propriété exclusive, en quelque sorte. C'est ça. Comment le groupe pourrait-il dicter ce que l'on ressent à l'intérieur ? Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique psychologique à l'œuvre. Sur le plan émotionnel, la source explique que l'appartenance à un groupe répond à un besoin totalement primitif. Ce n'est pas qu'une construction sociale artificielle alors ? Pas du tout. C'est un impératif de survie. Ça génère un profond sentiment de sécurité et de reconnaissance chez l'individu. D'accord, je vois. Et quand un individu se fond dans un collectif, eh bien, ses émotions subissent une transformation. Elles ne s'additionnent pas simplement, de manière linéaire. Elles se multiplient. Exactement. Elles entrent en résonance. Les émotions partagées, que ce soit la fierté, la colère ou la compassion, se retrouvent littéralement amplifiées par cette dynamique. L'auteur illustre cela avec un exemple très tangible d'ailleurs, les événements sportifs ou les manifestations. Il décrit la création d'une véritable cohésion émotionnelle. C'est vrai que si l'on s'imagine dans un stade, Entouré de dizaines de milliers de personnes, l'expérience est physiquement différente. Totalement, la joie ressentie lors d'un but marqué par son équipe n'a absolument rien à voir avec la petite satisfaction ressentie seule, affalée sur son canapé. dans le stade, la joie est électrique. Elle vibre dans l'air, elle devient contagieuse. Mais bon, on devine rapidement le revers de la médaille. Ah oui, car si l'émotion positive est amplifiée, l'emprise du groupe l'est tout autant. C'est le nœud du problème. Cette empreinte émotionnelle crée des biais cognitifs majeurs. Oui, parce qu'elle est puissante et enivrante. L'individu, emporté par ce besoin viscéral d'appartenance, peut tout à fait céder à la pression du groupe. Même si la direction que prend le groupe va totalement à l'encontre de ses convictions initiales. Absolument. La peur de l'exclusion, la terreur d'être mise au banc de la tribu devient inconsciemment plus forte que la fidélité à ses propres principes. L'auteur souligne à quel point cette dynamique s'active de manière spectaculaire lors de crises à grande échelle. Oui, les périodes de forte incertitude sont des catalyseurs. Et justement, il y a un exemple très concret abordé dans ces notes, celui des dynamiques mondiales autour des questions de santé en 2020. Alors là, c'est un cas d'étude clinique fascinant pour illustrer ce propos. Mais je crois qu'il est indispensable de faire une petite pause ici. Oui, une pause de neutralité cruciale pour notre auditoire. Il faut être parfaitement clair. Nous ne prenons parti d'aucun côté. Absolument aucun. Ni à gauche, ni à droite, ni pour, ni contre. Nous ne sommes pas là pour valider ou invalider des choix médicaux. Nous analysons ces notes de manière totalement clinique. Voilà. On ne fait que rapporter l'observation de l'auteur sur la mécanique de la pression sociale. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Si l'on observe la situation sous le seul prisme de la psychologie sociale, on y voit une mécanique de pression extrêmement puissante. La tendance humaine à suivre la majorité. Ou à se plier aux attentes du collectif pour maintenir cette fameuse cohésion émotionnelle. Ça s'est manifesté de manière éclatante.
Ce qui en fait un exemple particulièrement pertinent pour notre analyse d'aujourd'hui. La mécanique brute de la dynamique de groupe était visible à l'œil nu. C'est une illustration parfaite de la manière dont la peur, le besoin de sécurité et la pression de la conformité s'entremêlent. Et la conclusion que tire le texte de cette observation sur le plan émotionnel est assez radicale en fait. Radical, oui. Il semble presque impossible de dissocier totalement ses propres émotions de l'influence collective. Nos émotions sont organiquement liées à notre expérience sociale. L'humain a besoin de l'interaction avec l'autre pour ressentir le monde. Mais le prix à payer pour cette connexion, c'est d'accepter que le collectif module ce que l'on ressent. Donc si nos émotions qui nous semblent si intimes sont à ce point poreuses, on est en droit de se demander ce qu'il en est de nos idées. Ah, le vaste domaine de l'intellect. Et sur ce point, j'ai tiqué sur un choix de mots très spécifique dans le texte. L'auteur parle du rôle du collectif, et il prend la peine de préciser, entre parenthèses, on dit formation et non apprentissage. Oui. Puis un peu plus loin, il utilise le mot éducation, en ajoutant encore une fois, entre parenthèses, et non plus l'enseignement. J'avoue que la nuance m'a un peu échappé au premier abord. C'est pourtant une distinction philosophique majeure. Pourquoi insister autant sur cette distinction sémantique ? L'auteur utilise ces termes pour mettre en lumière le degré de profondeur de l'influence. L'apprentissage ou l'enseignement renvoie à l'acquisition d'un savoir objectif. Comme apprendre à faire des mathématiques ou coder. Exactement. C'est une transmission d'outils, factuelle. En revanche, la formation et l'éducation impliquent un processus beaucoup plus englobant. Le modelage d'un individu dans son entièreté. C'est ça, la construction de son système de valeurs, de sa vision du monde, de ce qui est jugé acceptable ou non par la société. Intellectuellement, le collectif ne se contente pas de nous transférer des données brutes en fait. Il façonne le prisme à travers lequel nous allons analyser ces données. Les discours politiques, les médias, l'éducation institutionnelle construisent notre réalité. Donc, quand on pense être en train de forger notre propre opinion, en lisant les actualités ou en débattant, on utilise en fait un logiciel qui a déjà été codé par le collectif. C'est une excellente métaphore. Le code source est fourni par la société. Et dans cette construction de notre vision du monde, la source aborde un phénomène moderne qui vient démultiplier ce processus. L'explosion des interactions sociales sur les réseaux numériques. L'auteur note que cette augmentation spectaculaire des interactions virtuelles se fait au détriment direct des liens physiques. On baigne dans un flux permanent d'échanges. On a l'impression d'être hyper connecté au monde entier. Une hyperconnexion qui est en réalité souvent une simple illusion d'indépendance intellectuelle. Parce que les plateformes obéissent à des logiques de groupe. Structurée par des algorithmes qui favorisent la polarisation, oui. Et c'est là que réside le grand danger identifié par le texte concernant notre intellect. La socialisation est indispensable pour acquérir des croyances. Mais le péril survient lorsque l'individu, par peur de l'isolement, laisse s'effondrer sa pensée critique. Cet effondrement se produit quand on internalise passivement une idéologie dominante. Ou quand on décide consciemment ou non de l'adopter pour s'intégrer. Le conformisme intellectuel devient un réflexe de survie sociale. On préfère avoir tort avec la meute que raison tout seul, en gros. C'est tristement humain. C'est une dynamique que l'on observe au quotidien, que ce soit à la machine à café ou dans des groupes de messagerie. On hoche la tête, on sourit poliment face à une opinion majoritaire pour ne pas créer de conflit. Et à force de hocher la tête, on finit par assimiler l'idée. Mais comment échapper à ce formatage subtil ? Y a-t-il une porte de sortie ? La source donne une piste, en parlant de développer une réflexion indépendante par la culture personnelle. Si l'on creuse cette notion de culture personnelle, on comprend quel est l'antidote proposé par l'auteur. L'éducation institutionnelle est conçue pour intégrer l'individu à la société. Elle est donc le vecteur des normes du collectif. La culture personnelle, en revanche, exige une démarche active, presque rebelle de la part de l'individu. C'est le fait d'aller chercher soi-même des sources divergentes. De lire des auteurs avec lesquels on est en profond désaccord. De confronter des idées opposées pour en tirer sa propre synthèse. C'est refuser le confort intellectuel. S'exercer à la remise en question permanente des dogmes. Mais le texte reste lucide. La frontière entre notre culture et ce qu'on a ingéré restera toujours poreuse. Toujours. C'est fascinant de voir à quel point notre intellect est malléable. Mais si l'on zoome un peu en arrière, au-delà de l'individu. À l'échelle de la société tout entière. Voilà. Comment cette malléabilité se traduit-elle ? C'est ce qui nous amène à observer le carcan sociétal, la pression sociale qui forge nos normes. Et nos lois, qui dictent ce qui est perçu comme un comportement adéquat. On a souvent l'impression que la société agit comme une immense machine de lissage, cherchant à effacer toutes les aspérités individuelles.
C'est parce que la société est confrontée à un paradoxe vital. Pour ne pas s'effondrer dans le chaos, n'importe quel groupe humain a besoin d'assurer sa propre cohésion. Ça passe inévitablement par une uniformisation des comportements. Il faut des règles communes, explicites comme les lois, ou implicites comme les normes de politesse. Cependant, cette nécessité d'ordre génère une pression redoutable. Un effet de groupe qui peut pousser l'humain dans ses retranchements les plus obscurs. La littérature en psychologie sociale regorge d'exemples. Des exemples démontrant comment la volonté de se conformer à la norme peut conduire des individus parfaitement rationnels à adopter des comportements aberrants. Injuste, voire destructeur, simplement parce que tout le monde le fait. L'autonomie morale s'efface devant le rouleau compresseur de l'harmonie du groupe, l'instinct grégaire dans toute sa splendeur. Mais heureusement, l'humanité ne se résume pas à un immense troupeau docile avançant aveuglement. Heureusement. L'histoire est jalonnée de contre-exemples, et c'est un point fort des notes. Le texte évoque les mouvements contestateurs et met en lumière les figures de résistance. L'existence même de ces dissidents apporte la preuve empirique qu'il est possible de briser le carcan. On n'est pas condamné à hurler avec les loups. Et la mécanique de cette résistance m'intéresse beaucoup. Comment fait-on face à une telle pression ? L'auteur soutient que pour s'affranchir, la simple opposition de principe ne suffit pas. Il faut un ancrage plus profond. La revendication d'une identité forte. Ou de valeurs personnelles inébranlables. Et le texte utilise un mot très fort pour qualifier ces valeurs. Il parle de valeurs spirituelles. Mais alors, attention, l'auteur prend immédiatement soin d'insérer une précision d'une importance capitale. Il faut le souligner. Il écrit explicitement « par spirituel, je n'entends pas dire religieux ». C'est une distinction fondamentale. Car si la solution pour échapper à la pression d'un groupe social est de se soumettre aveuglement au dogme d'un groupe religieux, on ne fait que changer de prison. C'est exactement ça. Le danger de remplacer un collectif par un autre est réel. La spiritualité telle qu'elle est définie ici s'apparente plutôt à une force intérieure, un questionnement philosophique profond sur le sens de ses propres actions. Une boussole morale intime et inaliénable. Il s'agit de cultiver une solidité intérieure suffisante pour ne pas plier sous les vents dominants de l'opinion publique. C'est cette dimension intérieure qui donne à l'individu la force de dire non quand le reste du monde dit oui. Et dire non demande une énergie colossale. Surtout quand on observe le dernier niveau analysé par ce texte, le niveau le plus macroscopique, l'arène politique et scientifique. Là, on quitte les dynamiques de l'open space pour entrer dans le monde des luttes d'influence à grande échelle. Des rapports de force globaux. Les notes sont très directes sur ce point. L'individu est la cible constante de discours idéologiques. De propagande pure et d'une pression immense exercée par des lobbies ou des groupes d'intérêt. Le domaine politique est par nature le théâtre de la manipulation des masses. Mais ce qui rend l'analyse particulièrement incisive, c'est qu'il inclut le domaine scientifique dans ce même champ de bataille. Oui, l'opinion publique est aussi orientée par l'instrumentalisation d'analyses scientifiques. Lorsque la science, qui devrait être un espace de doute méthodique, est utilisée pour asséner des vérités indiscutables à des fins de contrôle social, la liberté de penser recule. L'individu est bombardé de données complexes, souvent contradictoires. Qu'il n'a pas toujours les moyens de vérifier et qui sont présentés sous le sceau de l'autorité absolue. C'est ce qui rend l'idée même de démocratie si complexe et si fragile. C'est un point qui m'a vraiment enthousiasmée. La démocratie n'y est pas décrite comme un simple mécanisme électoral. Ce n'est pas juste glisser un bulletin dans l'urne. Non, le texte donne l'impression que c'est un véritable sport de combat quotidien. Elle repose entièrement sur la capacité de chacun à s'informer activement. À débattre avec rigueur et surtout à faire preuve de discernement. Sans ces efforts individuels, le système se vide de son sens. Et pour que cet effort soit possible, l'auteur identifie des conditions préalables non négociables. 3 grands piliers, oui. Le premier est l'évidence d'un libre accès à l'information. Sans pluralité des sources, la pensée critique tourne à vide. Le deuxième pilier concerne directement la science. L'auteur utilise une formulation percutante en exigeant la liberté pour la science d'observer plutôt que de croire à tout prix. C'est un rappel que la méthode scientifique doit rester un outil d'investigation perpétuelle. Et résister à la tentation de se figer en dogme idéologique. Et enfin, le troisième pilier repose sur l'individu lui-même. La maturité critique. Avoir accès à toutes les informations ne sert à rien si l'on ne possède pas la structure mentale pour les trier et les questionner. C'est un défi de tous les instants. Si l'on essaye de synthétiser les grandes leçons de toutes les notes que nous avons parcourues aujourd'hui, le constat général pourrait sembler un peu sombre de prime abord. Il apparaît clairement qu'échapper totalement et définitivement à l'influence collective est une utopie pure et simple. Le collectif irrigue la moindre de nos fibres.
Il tisse la trame de nos émotions, il fournit le vocabulaire qui structure nos idées. Il dicte les règles invisibles de notre vie en société et conditionne le cadre de nos décisions politiques. L'influence est partout. Elle est partout, mais c'est dans la conclusion de cette analyse que se trouve la véritable lumière. Le grand retournement de perspective du texte. La sagesse de l'auteur réside dans sa redéfinition de l'autonomie. La véritable liberté n'est pas une fuite en avant S'isoler au sommet d'une montagne pour échapper à toute influence serait illusoire. et destructeur. L'autonomie véritable consiste en une chose, le développement de la conscience. Forger une conscience tout court, comme l'écrit l'auteur. C'est l'art d'éclairer les angles morts, de repérer ces pressions subtiles. De les nommer quand elles s'exercent sur nous. Et, lorsque nos valeurs profondes l'exigent, de trouver la force d'y résister. C'est un acte de s'intérioriser. J'adore ce concept d'intériorisation. C'est l'idée que nos choix ne deviennent véritablement les nôtres que si nous prenons le temps de les faire nôtres à l'intérieur. Ça demande de s'arrêter régulièrement, de faire un pas de côté par rapport à l'agitation du monde. Et de se poser la question, est-ce que cette idée que je défends avec tant de ferveur est vraiment la mienne ou l'ai-je simplement empruntée par mimétisme ? Cette introspection n'est pas passive. C'est le moteur même de la liberté individuelle. Savoir que l'on est façonné par le collectif ne rend pas impuissant. Bien au contraire, c'est cette lucidité qui offre la marge de manœuvre nécessaire pour exister en tant que sujet singulier. C'est une perspective pleine d'espoir. Mais qui m'amène aussi à une ultime réflexion, une pensée provocatrice pour prolonger le cheminement d'aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. Je vous écoute ? Sachant que notre seule ligne de défense est notre capacité à repérer l'influence collective, on peut se poser la question face à l'avenir. À l'ère des algorithmes prédictifs et de l'intelligence artificielle. Exactement. Ces technologies invisibilisent et personnalisent à l'extrême les normes sociales dans nos flux d'actualité. Elles nous caressent dans le sens du poil, à la milliseconde près. Voilà. Ne sommes-nous pas en train de perdre la capacité même de voir les contours de ce collectif, rendant cette fameuse conscience critique plus difficile à atteindre que jamais dans l'histoire humaine ? C'est une interrogation abyssale. Si le miroir que nous tend la société est truqué par un code invisible, la résistance intellectuelle va devoir réinventer ses outils d'émancipation. Ce qui clôture parfaitement notre plongée intellectuelle d'aujourd'hui. Un immense merci à notre auditoire de nous avoir accompagnés, garder un esprit critique affûté et prendre le temps incompressible de l'intériorisation semble être la seule boussole fiable de notre époque. À très bientôt pour une nouvelle analyse.